Merci d'être ici et de venir écouter parler d'hydrogène, hein, pas n'importe lequel hydrogène naturel, effectivement. Pendant longtemps, on a cru qu'il n'y avait pas forcément d'hydrogène dans les sous-sols, dans le sol, que l'hydrogène était un vecteur et pas une énergie. Et bien là, on va voir que les choses changent vite, en France, mais aussi ailleurs dans le monde, et que l'hydrogène naturel a un très gros potentiel pour répondre aux objectifs, aux enjeux et aux besoins de cette filière, et plus largement de la transition énergétique. Donc, je suis heureux d'accueillir les 4 participants pour en parler. Alors, Éric Gaucher, docteur à l'Institut des sciences géologiques de l'Université de Berne. Nicolas Pellissier, président de la société 45-8. Isabelle Moretti, chercheuse à l'Université de Pau et membre de l'Académie des technologies. Et enfin, Olivier Lhôte, conseiller spécial à Engie. Voilà. Et moi, je suis Thomas Gobi, chargé de mission à France Hydrogène, la fédération professionnelle des acteurs du secteur. Voilà. Juste avant de parler hydrogène naturel, peut-être parlons un petit peu hydrogène en quelques minutes, puisque tout le monde dans la salle est peut-être pas familier effectivement avec l'hydrogène. Hein. Je ne serai pas long en une minute, c'est juste pour rappeler effectivement les défis qui nous attendent. Hein, et les perspectives qui s'ouvrent devant notamment aussi l'hydrogène naturel. Donc bon, je pense que à peu près tout le monde dans la salle est au courant de la dynamique qu'il y a autour de la filière, des enjeux, des moyens qui sont mis en œuvre. Hein, en France, on parle de 9 milliards d'euros, en Allemagne la même somme à peu près. Voilà, il y a énormément de pays qui investissent beaucoup sur l'hydrogène. Et tout ça pour atteindre des objectifs très ambitieux. Et un chiffre pour essayer de résumer et de vous donner un peu de perspective là-dessus. En France, en termes de déploiement, en termes de décarbonation, il nous s'agit de faire un fois 1000 en 10 ans, en termes de déploiement de capacité de production et de consommation d'hydrogène décarboné. Donc là, il y a un chemin critique à trouver pour essayer de respecter cette trajectoire qui est fixée au niveau national. Là, je vous parle au niveau national français, mais globalement, on est à peu près sur la même trajectoire au niveau européen, au niveau monde. Et pour décarboner de très nombreux usages, hein, notamment dans l'industrie très lourde, sidérurgie, chimie, etc. Les mobilités lourdes, intensives, que ce soit routier, ferroviaire, aérien, maritime, fluvial, hein, énormément d'usages. Les réseaux énergétiques, les bâtiments. Voilà. Donc, avant de passer à la parole à Éric sur le premier sujet, voilà, je voulais quand même rappeler un peu ces perspectives-là sur la filière hydrogène. Rappeler que, en plus, la crise actuelle ne fait que décupler l'intérêt autour de l'hydrogène et que on est quand même face au minimum à un facteur 1000 en même plus 10 ans, voilà, d'ici 2030. Donc, il nous faut mobiliser toutes les ressources disponibles, tous les moyens, et y compris l'hydrogène naturel qui est de plus en plus, dont on entend de plus en plus parler. Alors, je vais pas être plus long, donc là le format qu'on a retenu, c'est d'avoir 4 présentations assez courtes, de 5-6 minutes, on va essayer de tenir, pour avoir des questions-réponses hein, avec vous s'il y en a côté de la salle. Donc je laisse la parole à Éric qui va nous parler un peu du processus de production de cet hydrogène naturel. Voilà, en quelques minutes. Merci Thomas. Donc je vais vous parler de l'exploration de l'hydrogène naturel. Donc l'hydrogène naturel, dans la presse, vous avez peut-être vu, il y a des gens qui disent que ça n'existe pas. Et bien contrairement à je dirais, à maintenant à peu près une vingtaine d'années de recherche, les chercheurs en géosciences, les géologues en ont trouvé beaucoup. Dans beaucoup d'environnements. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu quelques exemples. Donc moi je suis chercheur à l'Université de Berne et je fais aussi du conseil dans le domaine de l'hydrogène naturel. Et je suis membre d'une initiative, et en fait on est tous les 4 membres de cette initiative qu'on appelle EARTH2, qui est avec le pôle Aviena, en fait on a réuni un peu les forces de chercheurs, d'industriels, de start-up, d'un grand groupe comme Engie, et aussi de compagnies de services qui s'intéressent à cette question donc de l'hydrogène naturel. Et on a déjà un écosystème qui fonctionne pour cette exploration. Alors, l'hydrogène naturel, c'est une énergie qui est produite par notre planète. Donc, on en trouve. Il y en avait, je dirais, à la création de notre planète, il y en avait beaucoup.
la Terre en perd dans l'espace en permanence, mais elle en produit en permanence également. Et donc l'idée, c'est d'amener cet hydrogène vers le consommateur. L'intérêt de cet hydrogène, c'est qu'il ne produit pas du tout de CO2, il ne produit aucune pollution. Je dirais que faire de l'exploration de l'hydrogène naturel, c'est comme faire de l'exploration pour faire de l'eau minérale. Et quand vous brûlez cet hydrogène, évidemment, vous faites de l'eau, donc vous n'avez aucune pollution, aucun CO2. Et on pense arriver à des prix de production très faibles, autour de 1 ou 2 euros par kilo. Donc quelque chose qui est très compétitif par rapport à d'autres formes de production d'hydrogène. Mais nous, on ne se situe pas en compétition avec les autres formes de production, mais vraiment dans un esprit de complémentarité. Alors comment ça se passe ? Eh bien, en fait, il faut des roches, des minéraux qui contiennent du fer ferreux. Et le fer ferreux a la capacité, en fait, de casser la molécule d'eau, donc H2O. Si vous capturez l'oxygène de la molécule d'eau pour faire rouiller ce fer ferreux en fer ferrique, eh bien, vous libérez de l'hydrogène. Et donc, avec des roches qu'on appelle les roches du manteau, c'est les roches qui sont assez profondes sous l'écorce terrestre, mais qui contiennent de l'olivine et du pyroxène, deux minéraux très riches en fer ferreux, et de l'eau. À la bonne température, il vous faut cuisiner tout ça autour de 180 à 300 degrés. Et là, vous allez produire d'autres minéraux et de l'hydrogène. Alors cet hydrogène donc, va être en fait en permanence produit dans cette réaction qu'on appelle la serpentinisation. Alors ça, c'est une première réaction possible dans l'écorce terrestre. Il y en a d'autres qui sont avec des minéraux donc, riches en fer, qu'on trouve également et qui ne sont pas l'olivine et le pyroxène. Certaines réactions liées aussi à la radioactivité naturelle. La Terre a de l'uranium naturel, plus ou moins concentré en fonction de certaines zones. Eh bien, les radiations naturelles peuvent casser la molécule d'eau et également produire de l'hydrogène. Et on a une réaction aussi qui peut être intéressante à connaître, c'est lorsque l'hydrogène se combine avec le CO2, il va reproduire du méthane qu'on appelle abiotique. Alors, où est-ce qu'on trouve ces réactions ? En fait, si on regarde un petit peu la tectonique des plaques, vous avez une croûte qui est posée sur des roches plus profondes qu'on appelle le manteau, et il y a quelques zones où, en fait, on va avoir accès à ce manteau, et où cette réaction va être possible. Alors, donc il faut que l'on ait de l'olivine trouvée dans le manteau, et cette olivine va pouvoir se trouver dans des zones de subduction où la croûte, en fait, d'une plaque passe sous une autre. On peut en trouver sous la croûte continentale. Alors ça, c'est pas très intéressant parce que c'est trop profond. Mais on a des zones au milieu des océans où là, c'est les premières zones en fait où on a trouvé de l'hydrogène. C'est sur les rides médio-océaniques au centre des océans. Là, on a de l'hydrogène qui sort. Et Isabelle, là, on a trouvé sur une île qui est au milieu de l'Atlantique, qui est l'Islande. Et dans les forages géothermiques d'Islande, eh bien, il y a des quantités économiques d'hydrogène qui sont émises par les forages géothermiques. Donc ça, c'est vraiment intéressant quand on a donc ces îles qui émergent. Sinon, on est un peu loin des côtes. Alors, il y a d'autres endroits où on a du manteau qui peut être proche de la surface. C'est dans les zones qu'on appelle proches des côtes. Donc là, on a des marches passives. Là, ça peut être assez intéressant parce que proche des côtes. Et puis, on a sur les vieux continents, que les géologues appellent vieux cratons, eh bien, on a également beaucoup de fer et on a de la radiolyse et ça peut nous produire de l'hydrogène. Donc ça, c'est un endroit aussi intéressant pour l'exploration de l'hydrogène. Et un dernier exemple, c'est que le manteau peut en fait être exhumé, sortir sous l'océan, et lorsqu'on referme cet océan pour faire une chaîne de montagnes dans la tectonique des plaques, eh bien on piège des morceaux de manteau en altitude dans les chaînes de montagnes et on peut également produire de l'hydrogène à cet endroit-là. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je travaille. Et il y a un exemple maintenant qui est bien documenté, qui est dans les Pyrénées, où on a 6 roches du manteau qui sont à l'affleurement, donc en surface. On sait qu'elles ont produit de l'hydrogène. On a plusieurs phases de production de l'hydrogène. Quand on fait du dégazage des puits d'eau thermale, donc on va dans les sources thermales qui remontent de la chaleur, donc c'est des eaux qui viennent de profond, eh bien, en dégazant ces eaux, on peut trouver de l'hydrogène et du méthane abiotique, donc ce méthane qui est produit par réaction entre le CO2 naturel et l'hydrogène. Et puis si on explore avec des appareils de détection des gaz, les gaz des sols, eh bien, au niveau des grandes failles, celles qui sont enracinées profondément dans l'écorce terrestre, eh bien, on va pouvoir trouver également de l'hydrogène. Et ici, autour de Pau,
vous avez la ville de ici, eh bien, vous avez des très grandes failles qu'on a parcourues avec un étudiant et où on a détecté des quantités très importantes d'hydrogène en surface. Et ça, c'est anormal, puisque l'hydrogène, normalement, doit réagir avec l'oxygène de l'air, il doit réagir avec tous les oxydants qu'il y a dans le sol. Donc, trouver de l'hydrogène dans le sol, c'est vraiment qu'il y en a beaucoup qui remontent de profond. Donc, c'est un indice vraiment intéressant qu'il y a un système producteur d'hydrogène dans cette région. Et donc, ici, je vous montre un exemple d'une cuisine, d'une fabrique à hydrogène. Vous avez donc ces roches du manteau qui, normalement, sont à grande profondeur et qui, là, dans cette chaîne de montagne, se retrouvent proche de la surface et même jusqu'à la surface. On a des zones où elles sont à la bonne température. On est dans une chaîne de montagne qui est en train de s'effondrer et donc elle permet à l'eau qui tombe sur la chaîne de montagne de rentrer en fait dans le système. Et donc des roches du manteau, de l'eau, la bonne température, eh bien on produit cet hydrogène que l'on a retrouvé en surface. Donc les Pyrénées, ça peut être une zone à prospecter pour de l'hydrogène industriel. Voilà, je vais pouvoir passer la parole à Isabelle qui va continuer et étendre un petit peu. Mais il y a peut-être... Oui, pardon. C'est Nicolas avant. Ouais, juste, merci Eric pour cette introduction. Et voilà, là, on voit bien les mécanismes à l'œuvre pour la production de cet hydrogène. Et on voit aussi qu'on peut en avoir un petit peu partout aussi quand même. C'est une information qui est quand même... Alors, peut-être pas un petit peu partout, mais de manière assez récurrente à la surface de la Terre. Donc maintenant, je vais passer effectivement la parole à Nicolas qui va évoquer aussi l'activité de sa société et par là une des caractéristiques de l'hydrogène naturel est d'avoir une approche multi-ressources puisqu'on peut trouver énormément, d'autres ressources liées à la recherche et l'extraction de cet hydrogène naturel. Donc Nicolas, je te laisse la parole. Merci. Merci. Alors effectivement, pour résumer très brièvement ce qu'a dit Eric, l'intérêt de l'hydrogène naturel, c'est que déjà tout à fait, il n'y a pas besoin d'énergie anthropique pour le fabriquer, c'est la planète qui s'en charge toute seule. Il n'y a pas de compétition sur l'eau, c'est-à-dire que le problème de l'électrolyse, c'est qu'il faut 10 kg d'eau fraîche pour 1 kg d'hydrogène. Là, effectivement, ça se passe en sous-sol, il n'y a pas de compétition sur l'eau. Il faut également... il y a une très faible empreinte surface, on est sur des forages qui prennent assez peu de place, des unités de production qui sont compactes, il n'y a pas besoin d'associer ça à des grandes fermes solaires, etc. par exemple. Donc ça, c'est un intérêt également. Et puis il n'y a pas d'intermittence. Donc ça, c'est pour citer un peu les principaux éléments de l'hydrogène naturel qui évidemment jouent sur sa compétitivité. Et puis également sur son côté décarboné, puisque quand on fait des analyses de cycle de vie sur l'hydrogène naturel, on tombe très bas et en dessous des autres hydrogènes. L'intérêt également, et c'est l'objet de mon intervention rapide, c'est que effectivement dans certains contextes géologiques, l'hydrogène naturel est associé à d'autres ressources qui peuvent avoir un intérêt et qui covaloriser peut permettre d'abaisser encore le seuil de production, le coût de production de cet hydrogène. Par exemple, l'hélium. Alors l'hélium, on connaît assez peu, si on a tous mis dans le ballon de baudruche de nos enfants, on a tous une petite voix marrante avec, mais c'est pas forcément l'usage principal de l'hélium. C'est très utilisé dans l'électronique de pointe, notamment semi-conducteurs, écran LCD, fibre optique, dans le médical, dans l'aérospatial, dans le recyclage de métaux, comme le titane par exemple. Donc beaucoup d'usages. Gros problème, en Europe, on importe 100% de nos besoins. On est entièrement dépendant et donc le coût de la ressource qui est en plus impacté encore plus par la guerre actuelle en Ukraine fait qu'on a fait x5 en moins de 3 ans sur le prix de la ressource et qui pose des problèmes notamment sur des ambitions en termes de semi-conducteurs, des ambitions européennes en termes de semi-conducteurs par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que géologiquement cet hélium il est fabriqué grâce à la décomposition radioactive de l'uranium et du thorium, des compositions naturelles. Au fil du temps, un atome d'uranium, quand on le décompose, il finit par devenir un atome de plomb. Alors ça prend 4 milliards d'années, donc il ne faut pas être pressé. Mais en fait, au fil de la chaîne, il va passer par plusieurs stades. Et à certains de ces stades, il va générer une particule alpha, qui est en fait un atome d'hélium. Et donc, comme on l'a vu, un des contextes géologiques qui permet de fabriquer de l'hydrogène naturel, c'est ce qu'on appelle un contexte de radiolyse où des minéraux riches en uranium et en thorium en contact avec de l'eau dans des conditions particulières vont radiolyser de l'eau
pour générer d'un côté de l'hydrogène, d'un côté de l'oxygène. Et au passage, ils peuvent tout à fait continuer à produire de l'hélium. Ce qui fait qu'on a ces deux gaz qui migrent ensemble dans la subsurface et peuvent s'accumuler dans des endroits propices. Donc ça, c'est un exemple pour co-générer d'autres gaz intéressants qui vont du coup être valorisés en même temps que l'hydrogène. Parce qu'évidemment, quand on le produit dans le sous-sol, on ne fait pas le tri au fond, on fait le tri en surface. Et donc, tout à fait, on va valoriser d'un côté l'hydrogène, d'un côté l'hélium. L'hélium étant très cher, va permettre d'abaisser notre coût de production sur l'hydrogène. Un autre exemple, donc on a déjà cité un petit peu, c'est l'hydrogène naturel associé à la géothermie. Donc vous avez bien vu que eau dans le sous-sol, dans des contextes géologiques particuliers, est associé à cette génération d'hydrogène. Et donc qui dit eau dans le sous-sol, dans des contextes notamment où il y a de la chaleur, peut dire aussi intérêt géothermique. Et il s'avère que dans certains contextes, encore une fois très particuliers, géologiques, on va avoir de l'eau chaude associée à de l'hydrogène en phase gazeuse, dont aussi même une petite partie en phase dissoute dans cette eau. Donc ça peut être un autre moyen de covaloriser encore deux sources d'énergie, puisque du coup l'hydrogène naturel en tant que ressource primaire, mais également la géothermie, soit en tant que chaleur fatale, voire carrément en tant que génératrice d'électricité, si on est sur des géothermies de plus grande profondeur et de plus grande chaleur. Voilà. Et alors qui dit eau dans la subsurface dit souvent aussi de l'eau minéralisée, saumure, donc avec un certain nombre de minéraux qui sont dissous dans cette eau et qui peut encore rajouter un élément d'intérêt à covaloriser avec ce mix. Et donc, par exemple, vous avez peut-être entendu parler du lithium géothermique. Donc, c'est-à-dire, c'est une fraction de lithium qui est dissous dans l'eau, notamment dans l'eau du fossé rhénan en France. Donc, il y a plusieurs sociétés comme Lithium de France, Vulcan Energy, etc., qui aujourd'hui réfléchissent à covaloriser cette géothermie et ce lithium. Et en fait, sur le même principe, on peut avoir l'ensemble, le chapelet, c'est-à-dire du lithium, de l'eau chaude, de l'hydrogène, de l'hélium. Et donc en fonction des contextes particuliers, vous allez avoir plusieurs de ces espèces qui sont réunies. Et puis on peut même en rajouter d'autres, du magnésium, du silicium, du bore. Donc énormément d'éléments qui sont aujourd'hui très recherchés et dans laquelle l'Europe est entièrement dépendante de ressources extra-européennes. Donc voilà un peu l'exemple qui non seulement permet de faire baisser le coût de production de l'hydrogène naturel, mais au passage le rend très intéressant pour covaloriser d'autres ressources d'intérêt stratégiques en Europe. Alors bien sûr, oui, j'ai pas un petit mot, je te reprends juste un petit mot. Évidemment, ma société 45-8 Énergie, cofondée il y a 4 ans et demi, notre objectif c'est ça, c'est de covaloriser des ressources. Et notamment, notre spécialité, c'est la covalorisation hélium-hydrogène naturel. Merci Nicolas, effectivement, c'est important de le préciser, de voir les acteurs qui s'investissent vraiment sur le sujet et que ça avance. On voit toutes les richesses, on parle d'hydrogène, mais on parle surtout géologie et tout ce qu'il peut y avoir dans le sous-sol. Donc là, merci Nicolas, on va passer à Olivier, et sur un point qu'on a déjà entendu dans les deux autres interventions, sur la question du modèle économique, de effectivement quelle rentabilité, quel coût de production d'hydrogène, de cet hydrogène naturel, liés aux méthodes d'extraction, etc. On peut attendre aujourd'hui et dans les années à venir. Donc voilà, Olivier, si tu peux nous dire quelques mots sur cette thématique. Donc Eric vous a montré qu'il y avait de l'hydrogène naturel qui était émis à la surface de la Terre, un peu partout sur la surface de la Terre. Mais on a trouvé aussi de l'hydrogène naturel dans des forages, et notamment aussi 2 découvertes qui ont été faites, une au Mali et une très récemment aux USA, qui ont montré que de l'hydrogène naturel pouvait être accumulé dans le sous-sol. Donc un peu à la façon du gaz naturel, c'est un gaz qui pourrait renfermer, se faire piéger dans la subsurface et avoir des volumes suffisants pour avoir envisagé une production économique. Donc on parlait tout à l'heure Eric, tu mentionnais aussi des coûts de production qui seraient compétitifs. En effet, donc ces réserves, ou en tout cas ces accumulations, on espère qu'elles pourraient être importantes, de la même façon que le gaz naturel, elles pourraient être piégées dans des roches, dans le réseau poreux des roches du sous-sol ou dans des fractures, et qu'on pourrait mettre en production au travers de puits qu'on irait forer. Alors pour l'instant, on a fait beaucoup de mise en évidence onshore, donc à terre, où les coûts de forage ne sont pas trop importants, et où les profondeurs où on a trouvé l'hydrogène aussi étaient relativement faibles, donc plusieurs centaines de mètres, ce qui
pour un forage, je dirais, est relativement peu profond et donc peu coûteux. Donc c'est ça qui nous permet de dire qu'avec l'anticipation qu'on fait sur les volumes que l'on va produire et sur les coûts du forage qui seront le principal élément pour amener cet hydrogène à la surface, que l'on va avoir un hydrogène qui est compétitif. Autre point aussi, c'est que cet hydrogène devrait être assez pur. La découverte qui était faite au Mali, par exemple, contenait 97% d'hydrogène. Donc il y a un petit peu d'azote, un petit peu de méthane associé, mais vraiment pas beaucoup. Donc un hydrogène qui nécessiterait quand même une petite purification, mais qui permettrait d'être rapidement utilisable pour différents usages. L'intérêt aussi, c'est qu'il est sous pression, il est comprimé quand on le retire du sous-sol, donc il a une certaine énergie, au moins au départ. Après, effectivement, avec je dirais, la mise en production, après plusieurs années, il va décliner, mais au moins au départ, il n'aura pas besoin qu'on aide, je dirais, à sa production à la surface, et il gardera même une certaine pression qui sera utile aussi. On sait que dans certains processus industriels, on a besoin d'un hydrogène qui est déjà pressurisé en entrée de réaction. Donc là aussi, c'est un autre atout par rapport au coût de production dont on parlait. Donc il y aura quand même un petit peu de purification, une compression qui est déjà présente, et enfin un troisième élément dont on a évoqué tout à l'heure, le fait c'était qu'il n'est pas intermittent par rapport à de l'hydrogène produit à partir de l'électrolyse d'énergie renouvelable, qui donc produisent cet hydrogène pendant la journée, mais pendant la nuit n'en produisent pas. Il y a beaucoup d'usages de l'hydrogène pour nos clients qui nécessitent d'avoir une production stable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, notamment pour les processus industriels, mais pour la mobilité aussi. Certains usages nécessitent d'avoir cette production continue. Et donc, le fait là d'avoir un hydrogène qui pourrait être flexible, c'est-à-dire qu'on peut faire produire que la nuit, par exemple, ou toute la journée, c'est quand même un atout aussi très important qui ne nécessite pas non plus dans sa fabrication de stockage. Souvent, dans les grosses productions d'électrolyse verte, enfin d'hydrogène vert, on va avoir besoin aussi de grosses capacités de stockage pour justement pallier l'intermittence et avoir cette production continue. Donc voilà, tout un tas d'éléments qui font que cet hydrogène naturel a beaucoup d'atouts en termes de compétitivité pour bâtir un modèle économique, trouver des clients. Et donc ça, effectivement, par exemple, nous, chez Engie, quand on commence à regarder une zone d'exploration, on s'inquiète dès le départ de savoir si on va avoir un exutoire pour cet hydrogène. Et on commence à contacter des industriels, des clients potentiels qui pourront être amenés à être intéressés par cette ressource. Et effectivement, à chaque fois qu'on a eu l'opportunité de le faire, les clients industriels, pour décarboner leurs activités, étaient très intéressés par cet hydrogène à un prix compétitif, non intermittent, qui pourrait donc servir tous leurs processus industriels de façon permanente. Donc voilà, résumer un petit peu les avantages économiques de l'hydrogène naturel. Merci Olivier pour tous les éclaircissements sur les conditions effectivement et sur la faisabilité, les avantages de l'hydrogène naturel. Donc là, on va arriver à notre dernière intervention avec Isabelle sur... voilà, Eric a notamment évoqué des projets en France, du côté des Pyrénées, mais il ne se passe pas des choses qu'en France, loin de là. Et Isabelle va nous montrer toute la dynamique au niveau mondial autour de l'hydrogène naturel. Voilà. Donc, merci à mes trois collègues là, qui ont bien introduit le sujet. Là que vous voyez une carte du monde avec des points roses qui sont les endroits où on a déjà trouvé de l'hydrogène naturel. Et puis les points verts, c'est ce fameux méthane abiotique qui vient de sources d'hydrogène et qui ensuite ont neutralisé du CO2. Donc vous pouvez interpréter comme à peu près la même signification que l'hydrogène, les points roses. Et donc vous voyez que
il y a des points qui ont déjà été cités, là, sur l'Islande, par exemple. Ici, vous avez des points sur l'Ardérello. Donc là, c'est des endroits où on peut faire géothermie plus hydrogène. Et puis, il y a beaucoup d'autres points au milieu des continents. Là, au Brésil, le point du Mali est là. Au Mali, c'était donc des gens qui cherchaient de l'eau et ils ont trouvé de l'hydrogène. Et depuis, cet hydrogène est brûlé pour faire l'électricité d'un petit village. Et puis là, c'est des endroits qui sont connus depuis longtemps. Donc ça, c'est les fumeurs qu'on a au milieu des océans et qui crachent de l'hydrogène en permanence, en très grande quantité. Là-dedans, vous avez 70% d'hydrogène. Et quand on regarde la somme qui est larguée rien que par l'aride médio-atlantique tous les jours, 2 ou 3 fois ça fait toute la consommation mondiale. Donc c'est pas du tout négligeable. Là, on est en Oman et là, on est en Nouvelle-Calédonie, où on a aussi des émanations d'hydrogène qui se traduisent en formation de ces roches-là qui sont des calcites. Et donc à terre, ce qui est amusant, c'est que ces émanations d'hydrogène se traduisent en général par des ronds. Entre nous, on appelle ça des ronds de sorcière. Le mot n'est pas breveté, évidemment, mais on voit que la végétation est très impactée. Et puis, avec les développements de Google Earth, ça nous permet de préparer à l'avance les acquisitions de terrain. Ici, vous voyez une île qui est au sud de l'Australie, où en fait, il y a ces petits ronds partout. Je ne sais pas si la qualité de l'image vous le permet de voir, mais vous pouvez aller sur Kangaroo Island sous Google Earth tout à l'heure et vous verrez. Et puis, ces trucs sont un peu en dépression. Là, c'est des choses en Russie où il sort aussi pas mal d'hydrogène. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'endroits sur la planète. Ce n'est pas toute la planète. Il y a des conditions géologiques particulières. Mais c'est quand même... il y en a sur tous les continents. En Australie, les collègues l'ont bien fait remarquer. L'hydrogène, tout le monde veut un hydrogène vert parce que ça va permettre de passer outre certains blocages qu'on a actuellement avec l'électricité, en particulier sur la mobilité. Mais il faut qu'il soit compétitif. Actuellement, l'hydrogène vert coûte 4 fois plus cher que l'hydrogène gris qui est fait à partir du méthane, en relarguant du CO2 dans l'atmosphère. Et il y a un problème de rendement énergétique. Le SMR, c'est 5,2 kWh pour 1 kg d'hydrogène. L'électrolyse, c'est 8 fois plus. Donc, si on arrive à avoir cet hydrogène naturel qui, lui, fait 0 en face du kilo d'hydrogène, c'est quand même potentiellement un game changer. Ici, juste une petite carte de l'Australie. La France, elle est ce qu'elle est. Donc, les choses vont à leur vitesse, surtout quand il s'agit de toucher au sous-sol. En hydrogène, au niveau de l'Australie, il y a des mines partout, il y a des puits partout. Et dès qu'on a publié qu'il y avait des potentialités d'hydrogène, ils ont immédiatement, donc là c'est toutes les zones où on voit ces émanations d'hydrogène, ils ont immédiatement changé la loi. Et actuellement, vous voyez Adélaïde ici, il y a une vingtaine de permis d'exploration d'hydrogène qui ont été pris en 1 an autour de la zone d'Adélaïde. Les premiers puits auront lieu l'année prochaine. Et on a quand même une grande chance pour qu'il y ait de la production d'hydrogène naturel dans cette région dans les années qui viennent. Après, forer, trouver, faire la délinéation, ça ne se fait pas en quelques mois. Mais tous les éléments sont là. Ce n'est pas les seuls. Il a déjà été mentionné qu'il y a eu des découvertes aux États-Unis. Les Américains, ils sont aussi assez pragmatiques sur certains sujets. Ils ont décidé que la loi du gaz, en gros, s'appliquait pour d'autres gaz que les hydrocarbures. Et donc, les gens ont pris des permis, ont foré. Et ça, c'est un endroit où ils ont trouvé un mélange aussi d'hydrogène et d'hélium, comme parlait Olivier. Ils ont annoncé cette découverte il y a quelques semaines. Et là aussi, c'est un peu la ruée pour trouver les bonnes zones et prendre des permis. Donc voilà, vous avez un certain nombre de compagnies qui se sont créées. Donc il y a des startups comme 45.8, comme Gold H2, H2X, etc. en Australie, mais il y a aussi des majors. Vous voyez Engie, et puis il y a d'autres compagnies actuellement qui ne sont pas encore sorties du bois, mais qui regardent de façon très claire ce qui se passe. Et là, vous voyez entouré en bleu tous les endroits où les gens ont actuellement fort où vont forer, mais où l'exploration est active. Le Maroc fait une estimation du pays en entier. Il y a des gens qui ont pris des blocs en Espagne. Donc même à nos portes, c'est déjà en train de se faire. Voilà. Merci Isabelle pour le tour d'horizon, effectivement, sur
sur toute la dynamique au niveau mondial. Donc nous, on a fini les interventions. Donc là, on a essayé de vous dresser le plus rapidement possible, en abordant quand même l'ensemble des facettes et des thématiques de cet hydrogène naturel, tout ce que ça pouvait couvrir, où est-ce qu'on en était. Donc maintenant, il nous reste 10 à 15 minutes pour prendre des questions. Donc s'il y en a dans la salle, n'hésitez pas à vous manifester. Je vous donnerai le micro. Ça sera certainement plus simple. Bonjour, merci. J'avais 2 questions. Déjà, on a une idée de la quantité potentielle d'hydrogène blanc qui serait exploitable. Qui s'y colle? Allez. Bon, on l'a deviné avant même de l'avoir arrivé, c'est la classique. Alors, peut-être 2-3 éléments. Déjà, ce qui est important, c'est que déjà en phase de réserve, il faut systématiquement mettre un prix. Si on prend l'exemple parallèle avec l'industrie pétrolière, après 130 ans de production, on ne sait toujours pas ce qu'il y a comme réserve, et les réserves dépendent du prix. Si vous êtes à $100 le baril, ou vous êtes à $200 le baril, ce n'est pas les mêmes gisements qui sont accessibles, et vous augmentez vos réserves. Donc ça, c'est le premier point. Sur l'hydrogène naturel, on est au début de l'aventure, donc la réponse sur une évaluation précise des réserves est évidemment non. Par contre, du coup, on essaye évidemment d'aborder la question. Et pour ce faire, on le fait de 2 manières différentes. Une méthode tout à fait empirique où on va partir, on connaît maintenant assez bien les zones larges, les roches qui génèrent de l'hydrogène, et on connaît un peu la cinétique de génération d'hydrogène de ces roches. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs papiers de recherche qui sont sortis sur le sujet et qui montrent que globalement, les chiffres, production annuelle de ces roches en hydrogène sont de l'ordre de plusieurs dizaines de millions de tonnes jusqu'à plusieurs centaines de millions de tonnes par an. Donc c'est-à-dire largement de quoi couvrir la production actuelle d'hydrogène au niveau mondial. Après, c'est très empirique, tout ce gaz-là ne pourra bien évidemment pas être capté et valorisé. Donc l'autre façon d'aborder la question, c'est de se dire, bon, maintenant, on commence à trouver des gisements à droite, à gauche, on a une idée relativement précise des réserves associées à ces gisements, et donc par analogie, on se dit, bon, dans ce contexte géologique-là qu'on connaît bien, on a trouvé un gisement. Si on imagine, parce que ce contexte géologique, on le retrouve à 6 endroits, on va pouvoir faire x6, x10, x20 le schéma là. Donc ça nous a permis d'approcher, je dirais, d'une manière un peu plus pragmatique les réserves. Donc ce qu'on montre aujourd'hui, c'est que clairement dans les zones qui sont propices à l'hydrogène naturel, le mix d'hydrogène provenant de l'hydrogène naturel sera conséquent. Plusieurs dizaines de pourcents de la fraction d'hydrogène qui sera consommée localement pourra provenir de l'hydrogène naturel, voire même dans certains cas, peut-être la totalité de l'hydrogène sur certaines zones bien précises. Donc c'est pas du tout anodin, c'est pas une curiosité. Oui. En fait, je posais la question parce que l'hydrogène, de par sa formule chimique, a déjà une action aussi il doit avoir une action sur l'atmosphère, par exemple avec la réaction avec le méthane ou le CO2, et il est aussi utilisé par tout l'écosystème marin au niveau des cheminées hydrothermales. Donc on risque de se retrouver encore toujours face aux écologistes qui vont se battre contre ces projets-là. Je peux peut-être répondre à cette question. Notre objectif, c'est d'arriver dans la zone où justement il n'y a pas d'activité biologique. On va essayer de se rapprocher des zones où l'hydrogène est produit. Je vous ai dit autour d'une température minimale, pour faire simple, de 180 degrés. Si on se rapproche au-dessus de 100 degrés et vers 180 degrés, on va être sur une zone où l'hydrogène est produit naturellement et où finalement il n'est pas en contact avec la biosphère. Donc c'est un hydrogène, je dirais, minéral qu'on recherche et qui est piégé dans le sous-sol. Donc il n'alimente pas finalement une biosphère qui serait dans le sous-sol. Mais effectivement, l'hydrogène, si on n'en a pas beaucoup en surface, et si finalement il est mal connu, c'est qu'il est mangé par énormément de micro-organismes qui vivent sur cet hydrogène dans le sous-sol. Si je peux compléter, l'idée c'est de ne pas intervenir sur les cycles de l'hydrogène proprement dit entre l'atmosphère et puis la subsurface, mais de juste le capter quand il est piégé dans cette quantité-là qui ne fait pas une circulation, qui ne fait pas un cycle en fait. Ouais. Voilà. Oui, enfin pas tout le temps, parce qu'il y aura aussi, comme il a été dit, ce qui va sortir avec tous les flux de géothermie. Actuellement, ce qui sort avec la géothermie, c'est relargué aux petits oiseaux.
Donc c'est juste pour, au contraire, en profiter plutôt que de le larguer aux petits oiseaux. Si on va à l'Arderello ou en Islande, les flux ils sont à plus de 200 degrés. Donc de toute façon, il n'y a pas de bestioles là. Justement, on a vu les publications, je ne sais pas, que vous avez dû voir ces derniers jours, montrent qu'il a un risque de gaz à effet de serre en association dans l'atmosphère. Donc au contraire, on a tout intérêt à le valoriser avant qu'il termine dans l'atmosphère. Merci. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Vous disiez que l'hydrogène blanc, c'est zéro impact. Vous incluez la séparation des différents gaz que vous allez capter, parce que j'imagine que ce n'est pas 100% pur ce qui sort du sol. Enfin... Ouais, zéro impact, ça n'existe pas, le zéro impact. À part se suicider ce soir, on a forcément un impact. Mais pour l'utiliser... ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas besoin d'énergie. Après, la séparation... au Mali, ils ont beaucoup de chance puisque l'hydrogène est très très pur et comme ils l'utilisent actuellement en combustion directe, ils le brûlent pour faire de l'électricité. Ensuite, s'ils le mettaient dans une fuel cell, actuellement il faudrait le purifier. Mais il y a pas mal de travaux actuellement pour avoir des fuel cells qui marchent avec de l'hydrogène impur, en particulier au Brésil, etc. Et puis inversement, il y a aussi des travaux pour avoir des turbines à gaz qui marchent à l'hydrogène et qui soient plus efficaces que les turbines qui sont employées actuellement là pour l'hydrogène alors qu'elles sont faites pour autre chose. Voilà. Après, quand on va avoir un blend donc, avec plus de mélange, comme s'il y a de l'hélium, de toute façon, oui, on va les séparer. Et puis, vu que l'hélium coûte quand même très très cher, ça paiera la séparation. Et puis au-delà du financier, ce qui est intéressant, c'est systématiquement de fonctionner, de réfléchir en analyse de cycle de vie. Et typiquement déjà, quand on a des gaz qui sont très enrichis en hydrogène, vous êtes sur la séparation, vous allez pouvoir utiliser des procédés, par exemple membranaires, qui vont fonctionner à température ou pression ambiante, donc pas besoin de la liquéfaction par exemple, qui est extrêmement énergivore. Donc travailler avec des choses qui sont à la fois très compactes et peu énergivores. Donc ça, c'est une façon un peu efficace de séparer des gaz. Et d'ailleurs, chez 45.8, on travaille là-dessus. On a déposé récemment un brevet sur la séparation des gaz en utilisant des technologies membranaires. Et l'intérêt aussi, c'est de considérer les coproduits, encore une fois. Si vous séparez et que vous valorisez votre hélium en local en Europe, alors qu'aujourd'hui, 100% de l'hélium est importé des États-Unis, du Qatar et de l'Algérie à grands frais énergétiques, parce qu'en plus, on l'a liquéfié à moins 269 degrés pour le ramener en Europe et qu'au final, on l'utilise à 75% gazeux. Donc on le remet gazeux derrière, donc hérésie environnementale complète. Quand vous faites les analyses de cycle de vie, valoriser et co-valoriser les ressources en local, en fait, vous faites tomber drastiquement l'impact carbone de la filière. On vient de terminer l'analyse de cycle de vie sur notre site, notamment dans la Nièvre. On divise par 5 l'impact carbone de la filière hélium, en l'occurrence, sur cette problématique. Merci. Est-ce que... une autre question, peut-être? Ou peut-être pas. Bon, alors, s'il n'y a plus de questions. Alors, le prix de l'hélium, ce qui est génial sur le prix de l'hélium, c'est que c'est à la tête du client. C'est que comme il n'y a pas de marché, en fait, les gros du gaz industriel s'en donnent à cœur joie. On va pas. Et donc, en gros, aujourd'hui, en fonction des usages et en fonction de il y a deux éléments qui jouent, le conditionnement, si vous êtes sur des gros conditionnements ou des petits, et le grade, donc la qualité. Donc par exemple le grade maximal est le grade 6, donc 99,9999% d'hélium, qui est forcément le plus dur à obtenir et donc le plus cher. En général, on varie entre 10 € du mètre cube et 80 € du mètre cube en fonction des usages. Donc environ 30 fois plus cher que le méthane ou l'hydrogène. Merci Nicolas. Oui, alors j'ai même pas parlé de l'hélium 3 et de l'hélium 4, pardon, oui, ça c'est un petit détail. Mais l'hélium 4, c'est l'hélium qu'on croise, qu'on met dans nos ballons de baudruche d'enfants, etc. Mais il y a aussi l'isotopie 3 de l'hélium, qui est un hélium très particulier, qui est un hélium primaire, qui a été piégé au moment de la formation de la Terre. Et alors lui, on est carrément à $2000 du litre. Voilà. Ce qui est bien, c'est un des éléments qui motive aujourd'hui la conquête spatiale chinoise, parce qu'il y en a beaucoup sur la Lune. Donc l'idée d'aller extraire l'hélium 3 de la Chine, parce que c'est une future molécule très intéressante, notamment dans la fusion nucléaire.
Eh ben, il se refroidit, il se liquéfie encore un poil en dessous de l'hélium 4 et il a des proportions de fluide supercritiques. Alors ça c'est quelque chose qui est assez dingue à voir, c'est qu'en fait il remonte les parois peu importe la gravité. D'ailleurs c'est un problématique, si vous le mettez dans un verre d'eau il va se sauver. Donc il y a plein d'usages ultra spécifiques, hein, des usages militaires, de métronomie et notamment dans la fusion où il va avoir un intérêt majeur. Merci pour toutes ces précisions sur l'hélium en plus de l'hydrogène, effectivement. Même si les deux sont liés. Moi, j'ai une toute petite question pour finir, peut-être. On a parlé des Pyrénées en France, où on trouve de l'hydrogène. Où est-ce qu'on en trouve aussi ailleurs en France? Est-ce que c'est assez réparti ou globalement plutôt localisé Alors, en France d'outre-mer, on en a déjà trouvé en Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a aussi une réflexion. La Nouvelle-Calédonie a ses mines de nickel. Donc elle a d'énormes besoins en énergie. Actuellement, beaucoup est importé. Bon, il y a un barrage et puis quelques éoliennes maintenant, mais quand même, ça ne fait pas tourner la métallurgie. Et puis, donc, il y a eu des travaux sur le Graben du Rhin là, qui ont été un peu cités, où on a vu qu'il y avait une possibilité de génération dans le Graben du Rhin. Pour le reste, on est complètement dans le flou, comme dans une grande partie de l'Europe. Et c'est vrai qu'on espère tous que... actuellement pour la Nouvelle-Aquitaine, donc la Nouvelle-Aquitaine a décidé de savoir quel était le potentiel de la région et finance un consortium pour le savoir. Au niveau national, il n'y a pas encore cette initiative et puis au niveau européen non plus. Donc en effet, des groupements comme Earth-H2 et puis un certain nombre de fédérations des géologues européens par exemple essayent de susurrer à l'Europe que ce serait bien de savoir ce qu'on a, quoi. Merci. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Il y a quand même une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle aujourd'hui quand même. Hein. Aujourd'hui, au journal officiel est apparue une ordonnance du code minier qui rajoute l'hydrogène naturel au code minier. C'est quand même le 2e pays au monde, donc des fois on a de l'inertie, mais là on a été pas trop mauvais. C'est la 17e ressource naturelle admise en France. Exactement. On a tous bien ramé pour que ça se passe. Alors après, ça c'est la bonne nouvelle. Il y a malheureusement avec ces ordonnances énormément de mauvaises nouvelles, mais c'est un autre débat. Merci à nos 15 intervenants. Merci à tous. Merci pour la table ronde.